j'ai refusé de laisser mon frère au chômage emménager dans mon appartement, mais mes parents continuaient d'exiger que je l'héberge. Puis, mon père m'a tendu une embuscade sur le parking de mon travail, alors j'ai appelé la police et j'ai porté plainte. Je suis un homme de 28 ans, et j'ai enfin échappé à ma famille toxique, il y a 3 ans. Mon petit frère, Nathan, 25 ans, est l'enfant prodige. Il n'a jamais été tenu responsable de quoi que ce soit, de toute sa vie. Je vous parle d'un favoritisme de très haut niveau. Le genre qui pourrait inspirer un livre entier, à un psychologue comportementaliste. En grandissant, j'étais le bourreau de travail de la famille. J'ai commencé à bosser à 15 ans, comme débarrasseur de table dans un restaurant local. J'ai économisé chaque centime. J'ai maintenu de bonnes notes, parce que c'est ce que font les gens responsables. Pendant ce temps, mon cadet a passé son adolescence à jouer aux jeux vidéo jusqu'à 4 heures du matin. Il traitait notre mère comme sa femme de ménage personnelle. Son linge sale s'empilait dans sa chambre, jusqu'à ce que de nouvelles formes de vie commencent littéralement à y pousser. Et maman y allait quand même pour tout nettoyer. Tout en me disant que je devais me montrer plus compréhensif envers sa personnalité créative. Le favoritisme a commencé très tôt, et ne s'est jamais arrêté. Quand j'avais 12 ans, et que Nathan en avait 9, nous voulions tous les deux des vélos pour nos anniversaires. J'en ai eu un d'occasion, acheté dans un vide-grenier. Mon frère, lui, a reçu un VTT flambant neuf, acheté dans un magasin de sport. Il coûtait 400 €. Quand j'ai fait remarquer la différence, ma mère a dit que je devais être reconnaissant d'avoir reçu quoi que ce soit. C'est au lycée que les choses se sont vraiment aggravées. J'ai trouvé mon premier emploi à 15 ans. Je voulais de l'argent pour des choses simples, comme aller au cinéma, ou m'acheter mes propres vêtements. Quand le petit chouchou a eu 15 ans, mon père l'a carrément dissuadé de chercher un travail. Il a dit qu'il devait profiter de sa jeunesse. Pendant tout le lycée, j'avais un couvre-feu fixé à minuit. Que ce soit le week-end, ou un soir d'école, ça n'avait aucune importance. Minuit était la limite absolue. Un dépassement de 20 minutes? J'étais puni pendant 2 semaines. Nathan, lui, n'avait aucun couvre-feu, quel qu'il soit. Il pouvait rentrer à 3 heures du matin, un mardi, sans que personne ne prononce un seul mot. À 16 ans, j'ai économisé 800 € pour acheter une Honda Civic d'occasion. Je l'ai payé moi-même. J'ai payé ma propre assurance. Le jour de ses 16 ans, mes parents lui ont offert une Nissan Altima de 2 ans. Quand j'ai demandé pourquoi j'avais dû acheter ma propre voiture, alors qu'on lui en offrait une sur un plateau d'argent, la réponse est tombée, tu économisais déjà pour en avoir une de toute façon, alors c'est gagnant pour tout le monde. Sur le plan scolaire, le 2 poids 2 mesures était encore pire. J'ai été puni pendant 1 semaine, pour avoir obtenu un B+ en chimie. Mon père m'a fait la morale, sur le fait que je n'exploitais pas mon potentiel. Nathan a raté 3 matières, lors de sa dernière année. 3. Mes parents lui ont engagé un tuteur privé, à 50 € de l'heure, 2 fois par semaine. Et bien sûr, ils ont blâmé ses professeurs, qui ne l'avaient pas stimulé correctement. À 19 ans, je travaillais à temps plein, tout en suivant des cours au collège communautaire. Mes parents ont commencé à me faire payer un loyer, de 600 € par mois. Leur raisonnement? J'étais un adulte maintenant, et je devais apprendre la responsabilité. Cool. D'accord. C'est logique. Sauf que, mon frère a eu 19 ans, 2 années plus tard. Et il a continué à vivre là, sans jamais payer le moindre loyer. Quand j'ai soulevé la question, mon père m'a sorti le couplet du « Chaque enfant est différent ». Nathan n'est pas encore prêt, pour ce genre de pression. J'ai payé un loyer pendant 3 années consécutives, tout en vivant chez eux, et en allant au collège communautaire. Ça fait un total de 21 600 €. L'enfant gâté a logé gratuitement pendant 25 ans. J'ai payé moi-même la totalité de mes frais de scolarité au collège communautaire. Je travaillais 50 heures par semaine. J'ai économisé pendant 2 ans, puis j'ai été transféré dans une université d'État. J'ai obtenu un diplôme en comptabilité. J'ai traversé cette scène, lors de la remise des diplômes, sans la moindre dette. Parce que j'avais travaillé comme un forcené, pour éviter les prêts étudiants. Mon cadeau de fin d'études. Une carte cadeau Amazon de 75 € et un dîner dans une chaîne de restaurants, où mon père a passé tout le repas sur son téléphone. Le jour de ma remise de diplôme a été
en réalité, assez déprimant. J'avais travaillé d'arrache-pied, pendant 6 années consécutives. J'avais maintenu de bonnes notes, tout en faisant des semaines complètes de travail. J'avais réussi à obtenir mon diplôme, sans un seul euro de dette. Mes parents sont arrivés avec 15 minutes de retard, et se sont assis au fond de la salle. Les autres familles avaient des pancartes et des ballons. La mienne n'a rien apporté. Au dîner, personne ne m'a interrogé sur mes perspectives d'emploi, ni sur mes projets. Juste un « bon travail » suivi immédiatement d'une conversation sur l'avenir de mon frère. La carte cadeau est arrivée, dans une carte de vœux achetée en pharmacie. Aucun d'eux n'avait écrit quoi que ce soit à l'intérieur, à part leur nom. Et le reçu d'activation, datant de ce matin-là, était encore glissé à l'intérieur. L'année suivante, Nathan s'est inscrit à l'université. Il a échoué, au bout de 3 semestres. Il passait plus de temps à faire la fête, qu'à étudier. Mes parents ont payé pour chaque centime. Plus de 35 000 € au total. Les frais de scolarité, la chambre, la pension, l'argent de poche. Absolument tout. Il a échoué à plus de la moitié de ses cours, et il a abandonné. Leur réaction ? Lui dire que ce n'était pas grave. Qu'il le soutiendrait, dans tout ce qu'il déciderait d'entreprendre par la suite. J'avais financé toute mon éducation, seul. J'avais obtenu mon diplôme avec mention, et sans dette. J'ai eu droit à une carte cadeau Amazon. Nathan a dilapidé 35 000 € en soirée. Et on lui a dit qu'il était courageux, d'avoir essayé quelque chose de nouveau. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un bon poste. Comptable junior, dans un cabinet de taille moyenne. Le salaire était solide. Rien d'extravagant, mais suffisant pour commencer à me construire une vraie vie. J'ai vécu avec 2 colocataires, dans un appartement exigu, pendant 2 ans. J'ai économisé chaque euro possible. Pas de restaurant, pas d'abonnement dont je n'avais pas besoin. J'emportais mon déjeuner, chaque jour. J'étais concentré, au laser, sur un seul objectif. Avoir mon propre chez moi, où je n'aurais plus jamais à supporter les dysfonctionnements de ma famille. Pendant ces 2 années, mon frère a enchaîné les boulots à temps partiel. Il a travaillé dans un magasin de vente au détail, pendant 3 mois. Puis, il a démissionné, parce que son responsable était trop strict. Il a essayé d'être entraîneur personnel, pendant environ 6 semaines. Avant de décider que se lever tôt, ce n'était pas son truc. Il a livré des repas pendant 1 mois, avant que sa voiture ne tombe en panne. Il a alors conclu que ce travail ne valait pas les tracas. À chaque fois qu'il démissionnait, mes parents l'accueillaient à bras ouverts. Avec 0 attente, quant à une quelconque contribution de sa part. Pendant ce temps, moi, je continuais de trimer. Pas de vacances, pas de nouvelle voiture, rien de tape à accent grave-l'œil. Juste travailler, économiser, répéter. Mes collègues m'invitaient à l'happy hour, et je refusais. Ces verres à 8 € finissent par s'accumuler. Ils pensaient que j'étais ennuyeux. Moi, je savais que j'étais motivé. Finalement, il y a 3 ans, j'avais suffisamment d'économies. J'ai trouvé un appartement d'une chambre, dans un quartier correct. Rien de luxueux, mais c'était le mien. J'ai signé le bail, j'ai emménagé avec le strict minimum de meubles, et je me suis senti comme si j'avais gagné à la loterie. Plus de drames familiaux, plus de 2 poids 2 mesures, plus besoin de marcher sur des œufs. Juste de la paix, et de la tranquillité dans mon propre espace. La première nuit dans mon appartement, j'ai commandé une pizza. Je me suis assis sur mon canapé bon marché, dans mon salon vide. Et j'ai juste apprécié le silence. Pas de parents qui se disputent pour de l'argent. Pas de petits frères qui jouent aux jeux vidéo, à volume maximum à 2 h du matin. Aucune tension. Juste moi, et ma médiocre pizza au pepperoni, dans une glorieuse solitude. J'ai gardé un contact très limité avec ma famille, après mon déménagement. Je me montrais lors des grandes fêtes, parce que couper totalement les ponts, me semblait trop extrême. Mais j'ai cessé de me rendre à chaque dîner ou événement familial aléatoire. Mes parents ont joué les personnes blessées. Mais honnêtement, ma santé mentale s'est améliorée de façon drastique. Je n'étais plus constamment en train de me comparer à Nathan. Ni de ressentir que je ne serais jamais assez bien pour eux. J'existais enfin, selon mes propres termes. Le travail se passait bien. J'avais obtenu 2 augmentations en 3 ans.
Je gérais des comptes plus importants. Et mon patron m'avait glissé que j'étais en bonne voie pour une promotion. Rien d'explosif, juste une croissance de carrière constante, bâtie sur l'assiduité et le travail bien fait. Je construisais enfin cette vie stable et sans drame dont j'avais toujours rêvé. Et puis, il y a environ 4 mois, Nathan a débarqué à mon appartement. Sans prévenir, un mardi soir. J'ai ouvert la porte, et il était là. Debout dans le couloir, avec 2 sacs de sport, et son PC de gamer dans un carton. Aucun avertissement, aucun message préalable. Il est apparu comme ça, comme une mauvaise fête surprise. « Salut mec. Je peux squatter ici quelque temps ?» a-t-il lancé, en essayant déjà de forcer le passage avec ses sacs. J'ai bloqué l'entrée. « Quoi ? Non. De quoi tu parles ? » Apparemment, nos parents avaient finalement atteint leur point de rupture. Nathan avait vécu à la maison sans payer de loyer pendant 25 ans, sans rien contribuer, et en passant ses journées à jouer aux jeux vidéo. Ces petits boulots aléatoires étaient toujours abandonnés au bout de quelques semaines. Mon père en avait eu marre. Il avait donné 1 mois à mon frère, pour commencer à payer un loyer de 400 €, ou pour se trouver un autre endroit où vivre. Naturellement, il n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a juste continué à vivre là, sans payer. Il partait du principe que papa bluffait. Spoiler, papa ne bluffait pas. Il s'était violemment disputé ce matin-là, et mes parents lui avaient ordonné de partir. Donc, sa brillante solution était de débarquer chez moi, en s'attendant à ce que je le prenne sous mon aile. « Allez, frérot. Ce sera comme au bon vieux temps, » a-t-il dit. Comme si notre enfance avait été une expérience de complicité nostalgique. Au lieu d'être l'histoire d'un enfant lésé sur tous les plans, pendant qu'un autre se laissait porter par la vie. « Non », ai-je répondu d'un ton sec. « Tu ne peux pas rester ici. » Son expression est passée d'amicale à confuse, puis agacée. Le tout, en 3 secondes environ. « T'es sérieux, là ? Je suis ton frère. » Ouais. Et ça, c'est mon appartement. Celui que j'ai payé, en bossant comme un dingue. Tu n'emménageras pas ici. Il a tout essayé. Ce ne serait que temporaire. Il trouverait un travail, et commencerait à participer aux frais. Il serait super silencieux, et je ne remarquerais même pas sa présence. Il aiderait aux tâches ménagères, et ainsi de suite. Chaque promesse résonnait exactement, comme les innombrables autres promesses qu'il avait faites, et brisées, tout au long de sa vie. Je suis resté inflexible. Nathan, tu dois régler ça toi-même. Je ne suis pas ton plan B, alors tu vas juste me laisser à la rue ? Sympa, le frangin. Tu n'es pas à la rue. Tu as des options. Tu peux trouver des colocataires, décrocher un travail à temps plein, louer une chambre quelque part. Tu as 25 ans. Débrouille-toi, comme nous avons tous dû le faire. Il est resté là 1 minute, s'attendant clairement à ce que je cède. Quand il a compris que ce ne serait pas le cas, il a ramassé ses sacs, et est parti sans un mot. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée. Et je n'ai ressenti absolument aucune culpabilité. J'avais travaillé trop dur pour obtenir ma tranquillité, pour laisser quelqu'un la perturber. Surtout, quelqu'un qui n'avait jamais été confronté à une vraie conséquence, de toute sa vie. J'aurais dû me douter, que ça n'en resterait pas là. Le lendemain, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Elle a appelé 3 fois de plus. Puis mon père a téléphoné. D'autres messages vocaux. Ensuite Nathan. Puis ma mère à nouveau. J'ai mis mon téléphone en silencieux, et j'ai continué ma journée. Ce soir-là, j'ai enfin écouté les messages. Ceux de ma mère étaient tous des variations du type « Comment peux-tu faire ça à ton frère, la famille est de la famille, et « Je t'ai mieux élevé que ça ». Mon père était plus direct, « Rappelle-moi tout de suite. Nous devons parler de Nathan. » Le message de mon frère se résumait à me traiter d'égoïste, et à me promettre qu'il s'en souviendrait. Je n'ai rappelé aucun d'eux. Au cours de la semaine suivante, les appels et les textos ont continué d'affluer. Ma mère a essayé la culpabilisation. Mon père a tenté l'autorité. Nathan a essayé les deux. J'ai tout ignoré. Les messages étaient incessants. Maman appelait en pleurant, sur le fait d'abandonner sa propre famille. Papa laissait des messages vocaux, en utilisant sa voix d'autorité.
Il exigeait que je rappelle immédiatement. Les textes de mon frère oscillaient entre le désespoir et la colère. D'abord il suppliait, puis il m'accusait d'être un frère horrible. Une nuit, vers 2 heures du matin, il a appelé 11 fois de suite. Le message vocal qu'il a laissé était un monologue confus. Sur le fait qu'il n'arrivait pas à croire que son propre frère lui ferait ça. Sur le fait qu'il m'avait toujours admiré. De la pure manipulation. Nous n'avions jamais été proches. Les SMS de ma mère étaient des cours magistraux de culpabilisation. Ton frère dort sur le canapé d'un ami, à cause de toi. J'espère que tu pourras vivre avec toi-même, en sachant que ta famille souffre. Ce n'est pas comme ça, que nous t'avons élevé. Ensuite, ma tante s'en est mêlée. Puis ma grand-mère. Apparemment, c'était devenu une véritable crise familiale. Ma tante a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que j'avais tourné le dos à mon propre sang. Ma grand-mère m'a traité de personne cruelle. Elle a ajouté qu'elle priait pour moi. Mais voici le détail intéressant, dans tout ça. Pas un seul d'entre eux n'a proposé de l'héberger. Ma tante avait une chambre d'amis. Ma grand-mère avait tout un appartement au sous-sol. Mais non. J'étais le sauveur désigné, parce que j'avais réussi à mettre ma vie sur les bons rails. Ma mère a même essayé d'organiser une visite surprise à mon appartement, avec ma tante. Je les ai vus par le Judas un soir, toutes les deux debout dans le couloir. Je n'ai pas ouvert. Je suis resté là, en silence, alors qu'elle frappait pendant 5 minutes. Finalement, j'ai dit à travers la porte, je vous vois. Je n'ouvrirai pas cette porte. S'il vous plaît, partez. Ma tante a essayé de raisonner avec moi. Mon chéri, nous voulons juste parler. Nous sommes une famille. Il n'y a rien à régler. Il doit trouver son propre logement. Au revoir. Elles sont restées là pendant 10 minutes de plus. J'ai mis mes écouteurs, et je les ai laissés perdre leur temps. J'ai envoyé un seul texto groupé à tout le monde. Nathan a 25 ans. Il peut trouver un emploi, et son propre appartement, comme n'importe quel autre adulte. Je ne discuterai pas davantage de ce sujet. Puis, j'ai mis la conversation de groupe en sourdine, et je suis retourné à mon existence paisible. La réponse a été immédiate. Mon téléphone a vibré sans arrêt, pendant 1 heure. Il y avait de tout, de « tu es sans cœur » à « on s'en souviendra ». Je n'ai pas lu la plupart des messages. Ma mère m'a écrit, pour me dire que j'avais changé depuis mon déménagement. Que mon bel appartement, et mon travail, m'avaient rendu froid et égoïste. L'ironie de la situation était presque comique. Je n'avais pas changé. J'avais juste cessé d'accepter un traitement inégal. Et soudainement, cela faisait de moi le méchant de l'histoire. Pendant environ 2 semaines, les choses se sont calmées. Je pensais qu'ils avaient abandonné, et que le principal intéressé avait trouvé un endroit où dormir. J'avais tort. Un jeudi soir, je quittais le travail vers 18 heures. La journée avait été longue. J'étais fatigué, et j'avais hâte de rentrer à la maison. Je voulais me préparer des pâtes, et regarder des émissions stupides. Je suis sorti de mon immeuble de bureau, pour me diriger vers le parking. C'est là que j'ai vu la camionnette de mon père, garée juste à côté de ma voiture. Il était appuyé contre sa portière, les bras croisés, le regard fixé sur moi. Mon estomac s'est immédiatement noué. Ce n'était pas une rencontre fortuite. Il était venu ici spécifiquement. Il attendait probablement depuis un bon moment, qui sait combien de temps. J'ai pensé à faire demi-tour, et à retourner à l'intérieur, mais ça me semblait lâche. J'avais 28 ans. Je pouvais gérer une conversation avec mon père. Alors, j'ai continué à avancer. Il faut qu'on parle, a-t-il lancé, alors que je m'approchais. Je rentre chez moi, papa. Si tu veux parler, tu peux m'appeler. Je t'ai appelé. Tu ne réponds pas, parce qu'il n'y a rien à discuter. Je t'ai déjà donné ma réponse, concernant Nathan. Sa mâchoire s'est contractée. Monte dans ma camionnette. Tout de suite. Non, je rentre chez moi. J'ai essayé de le contourner pour atteindre ma voiture, mais il s'est mis en travers de mon chemin, bloquant le passage. Nous étions dans une section assez vide du parking. La plupart des gens étaient déjà partis. Il y avait quelques voitures dispersées çà et là, mais personne à proximité. Tu vas m'écouter, a-t-il articulé,
la voix basse. Nathan est ton frère. Tu vas le laisser rester chez toi, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Non, je ne le ferai pas. Ce n'est pas une requête. Je suis un adulte, avec mon propre logement. Tu n'as pas à exiger ce que j'en fais. C'est alors que son attitude a changé. L'attitude du père frustré a disparu, et quelque chose de plus dur a pris sa place. Tu te crois tellement supérieur aux autres, n'est-ce pas? Avec ton bel appartement, ton poste de comptable. Tu agis comme si tu étais trop bien, pour aider ta famille. Ce n'est pas une question d'être supérieur à qui que ce soit. C'est une question de limite. Limite, a-t-il répété, en riant presque. Tu veux parler de limite? Que dis-tu de la limite, qui consiste à ne pas abandonner ton frère, quand il a besoin d'aide? Il n'a pas besoin d'aide. Il a besoin de conséquences. Il y a une différence. C'était la pire chose à dire. Je l'ai vu dans ses yeux, à la seconde où les mots sont sortis de ma bouche. Espèce d'ingrat, a-t-il craché en s'approchant. Après tout ce que nous avons fait pour toi, en grandissant. On t'a nourri, logé. Tu parles de l'école que j'ai payée moi-même? Et du fait que tu me faisais payer un loyer, tout en laissant Nathan vivre gratuitement, parce qu'il avait besoin de soutien. J'ai toujours su me débrouiller seul. Donc je suis puni, pour être responsable. Tu n'es pas puni. On te demande d'aider ta famille. Mais apparemment, tu es trop égoïste pour comprendre ça. J'ai fini avec cette conversation, ai-je dit, en essayant de le contourner à nouveau. Il a attrapé mon bras, avec force. Nous n'avons pas fini. Lâche-moi. Pas avant que tu n'aies accepté d'aider ton frère. J'ai tiré mon bras pour me dégager, et il a saisi ma chemise à la place, me tirant en arrière. Papa, lâche-moi. Tu feras ce que je dis, ou tu es mort pour cette famille. Est-ce que tu me comprends? Avant que je puisse répondre, il m'a poussé violemment en arrière. J'ai trébuché, mais j'ai réussi à garder l'équilibre. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas arriver réellement. Mon propre père, dans le parking de mon travail, devenant violent avec moi, parce que je refusais de laisser son fils préféré squatter mon appartement. Tu as jusqu'à demain pour l'appeler, et lui dire qu'il peut emménager, a grogné mon père. Sinon, ne prends même pas la peine de te pointer à un seul événement familial, à l'avenir. Tu ne seras plus le bienvenu. Ça me va très bien, ai-je répondu, la voix tremblante mais ferme. Si c'est comme ça, alors c'est fini entre nous. C'est là qu'il m'a frappé. Je ne l'ai même pas vu venir. Il m'a asséné un coup de poing, qui m'a attrapé en plein sur le côté du visage, près de l'oreille. L'impact m'a projeté sur le côté, et je suis tombé lourdement sur l'asphalte. Mes lunettes ont volé, et ont glissé sous une voiture voisine. La douleur a explosé dans mon crâne, et j'ai eu le goût du sang dans la bouche. J'étais à terre, désorienté. Il se tenait au-dessus de moi, respirant fort. Lève-toi. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas, vraiment. Ma tête bourdonnait. J'essayais de digérer le fait que mon propre père venait de me frapper dans un parking, comme dans une bagarre de bar. J'ai dit, lève-toi. Il s'est penché, m'a attrapé par le col, m'a soulevé à moitié, avant de me repousser au sol. Mes mains ont éraflé la surface rugueuse de l'asphalte. Tu penses que tu peux manquer de respect à cette famille? Me manquer de respect? Il m'a donné un coup de pied dans les côtes. Pas assez fort pour casser quoi que ce soit, mais assez fort pour que je le sente dans tout mon torse. Je me suis mis en boule instinctivement, pour me protéger. Tu vas aider ton frère, a-t-il répété, debout au-dessus de moi. Parce que c'est ce que fait la famille. Et si tu ne le fais pas, alors tu ne fais plus partie de notre famille. C'est compris. Je n'ai rien dit. J'étais toujours au sol. J'avais mal partout, et je passais en revue mes options. Riposter ne ferait qu'aggraver les choses. Essayer de fuir n'aurait aucun sens. Alors, je suis juste resté à terre. Au bout de quelques secondes, il a semblé réaliser ce qu'il venait de faire. Sa posture a changé, devenant moins agressive. Écoute, juste. Nathan a besoin de ça. C'est ton frère. Arrête d'être têtu, et fais ce qui est juste. Puis, il est retourné à sa camionnette. Il est monté dedans, et a démarré.
Il m'a laissé coucher dans le parking, en sang. Je suis resté là pendant 1 minute, peut-être 2. Juste à respirer, et à faire l'inventaire. Mon visage me faisait mal là où il m'avait frappé. Mes côtes me faisaient souffrir à cause du coup de pied. Mes mains étaient écorchées par l'asphalte, mais rien ne semblait cassé. J'étais juste contusionné, en sang, et absolument furieux. Lentement, je me suis relevé. J'ai retrouvé mes lunettes, heureusement, elles n'étaient pas cassées, et je les ai remises. J'ai vérifié mon reflet, dans la vitre de ma voiture. J'avais une coupure sur la joue, qui saignait pas mal. Et je pouvais déjà sentir que ça commençait à enfler, le long de ma mâchoire. Ma chemise de travail était déchirée au niveau du col, et tachée de sang. Je suis monté dans ma voiture. Je suis resté assis là un moment. Mes mains tremblaient. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène, qui venait de se produire. Mon père, l'homme censé me protéger, venait de me tabasser dans un parking, parce que je refusais d'encourager mon fainéant de frère. Puis, il y a eu un déclic dans mon cerveau. Un calme étrange m'a envahi. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai composé le 911. L'opérateur a répondu. Et j'ai dit, très clairement, j'ai besoin de signaler une agression. Mon père vient de m'attaquer, dans un parking. Je leur ai donné toutes les informations. Ma position, mon nom, le nom de mon père, sa description, le numéro de sa plaque d'immatriculation, tout. L'opérateur a dit qu'ils envoyaient des agents. Il a demandé si j'avais besoin d'une ambulance. J'ai dit non. Je pouvais conduire jusqu'à l'hôpital si nécessaire, mais je voulais d'abord déposer un rapport de police. 2 voitures de police sont arrivées, dans les 10 minutes. J'ai fait ma déposition aux agents. Je leur ai montré mes blessures. Je leur ai dit exactement ce qui s'était passé, que j'avais refusé de laisser mon frère emménager avec moi. Que mon père était venu m'affronter sur mon lieu de travail, m'avait physiquement empêché de partir, et m'avait ensuite agressé lorsque j'avais refusé de changer d'avis. L'un des agents a pris des photos de mon visage, de mes mains écorchées, et de la déchirure de ma chemise. L'autre a noté tous les détails. Les informations de mon père, la chronologie des événements, les menaces qu'il avait proférées. Ils ont demandé s'il y avait des caméras de sécurité. Il y en avait. L'immeuble de mes bureaux avait des caméras, qui couvraient le parking. Voulez-vous porter plainte, a demandé l'un des policiers. Absolument. Ils ont eu l'air un peu surpris. Apparemment, les cas d'agression familiale se soldent généralement par un retrait des plaignants, ou par une tentative de règlement à l'amiable. Mais moi, j'étais on ne peut plus clair. Je veux porter plainte dans sa totalité. Coups et blessures. Je veux que ce soit documenté, et poursuivi. Les agents m'ont dit qu'ils allaient contacter mon père, et l'arrêteraient très probablement. Ils m'ont demandé si je me sentais en sécurité pour rentrer chez moi, ou si j'avais besoin de rester ailleurs. J'ai répondu que tout irait bien. Mon père ne savait pas où j'habitais. Je ne lui avais jamais donné ma nouvelle adresse. Après leur départ, je me suis assis dans ma voiture, et j'ai appelé la sécurité de mon lieu de travail. J'ai expliqué ce qui s'était passé. J'ai demandé les images du parking, de ce soir-là. Ils ont dit qu'ils les conserveraient, et les fourniraient à la police sur demande. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à une clinique d'urgence. Je me suis fait examiner, et j'ai fait documenter chaque blessure. Le médecin a noté la contusion faciale, l'hématome sur les côtes, les mains écorchées. Tout a été photographié, et consigné dans un rapport médical. Au moment où je suis rentré chez moi, il était presque 23 heures. J'étais épuisé. Je souffrais, et j'étais émotionnellement vidé. Mais je ressentais aussi, quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Du soulagement. Pendant des années, j'avais été le punching ball de la famille, métaphoriquement parlant. Ce soir-là, c'était devenu littéral. Et j'avais enfin tracé une ligne dans le sable, qui ne pourrait plus jamais être franchie. J'ai envoyé un texto à mon patron. Je lui ai expliqué que j'avais été impliqué dans un incident, et que j'aurais besoin du lendemain en congé. Il m'a immédiatement appelé, inquiet. Je lui ai donné les grandes lignes. Une dispute familiale, qui avait dégénéré physiquement. La police était impliquée. J'avais des documents médicaux. Il m'a dit de prendre le temps dont j'avais besoin, et que les RH seraient tenus au courant, puisque ça s'était passé sur le parking de l'entreprise. Ensuite,
j'ai mis mon téléphone en silencieux, et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 appels en absence, et probablement plus de 100 messages textes. Je n'en ai lu aucun. J'ai préparé du café, j'ai pris des analgésiques, et j'ai attendu. Les messages allaient de l'incrédulité, à la fureur. Ma mère avait laissé 6 messages vocaux. Chacun plus hystérique que le précédent. Le premier était confus. Pourquoi la police est-elle là? Qu'est-ce que tu leur as dit? Appelle-moi tout de suite. Au 6e message, elle hurlait dans le téléphone. Sur le fait que je détruisais notre famille, et que j'avais intérêt à arranger ça, immédiatement. Les messages de mon frère étaient prévisiblement égocentriques. Mec, c'est quoi ce bordel, mec? Papa va se faire arrêter, parce que tu ne sais pas prendre une blague, et, belle réaction disproportionnée, frérot. Maintenant, tout le monde est fâché contre moi, à cause de ton drame. Pas une seule fois, il n'a semblé saisir, que le vrai problème était peut-être que notre père m'ait tabassé dans un parking. Et non ma réaction, face à cet événement. Ma tante m'a écrit, pour me dire qu'elle était choquée et consternée par mes actes. Qu'on n'appelle pas la police, pour sa propre famille. Et que je devrais avoir honte. Ma grand-mère m'a envoyé un message. Pour dire qu'elle priait pour moi, parce que j'avais clairement perdu la tête. Divers cousins y sont allés de leurs opinions, la plupart négatives. Vers 10 heures du matin, 2 policiers se sont présentés à ma porte. Ils m'ont informé qu'ils étaient allés arrêter mon père, ce matin-là. Il était inculpé de coups et blessures. Il avait été placé en garde à vue, fiché, et était détenu, dans l'attente d'une audience pour sa libération sous caution. Les agents m'ont dit que l'arrestation ne s'était pas déroulée en douceur. Mon père avait apparemment essayé de plaider le malentendu. En affirmant que je faisais des drames, que les familles ont parfois des désaccords, et que tout cela ne nécessitait pas l'intervention de la police. Ma mère était présente lors de l'arrestation, hystérique. Et hurlant sur les policiers, qu'ils détruisaient leur famille pour rien. Les agents m'ont demandé si je voulais une ordonnance restrictive. J'ai dit oui. Ils m'ont aidé à remplir les papiers sur place. En quelques heures, mon père a fait l'objet d'une ordonnance d'éloignement temporaire. L'obligeant à rester à au moins 150 mètres de moi, de mon domicile, et de mon lieu de travail. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vraiment explosé. Ma mère a appelé 15 fois de suite. Ma tante, ma grand-mère, Nathan. Même des cousins à qui je parlais à peine. Tout le monde avait un avis sur ce que j'avais fait. J'ai finalement répondu à l'appel de ma mère. Elle était hystérique. Hurlant sur le fait que j'avais fait arrêter mon père. Comment avais-je pu faire ça à la famille? Ne comprenais-je pas que ça allait ruiner sa vie? Il pourrait perdre son emploi, etc. Il m'a agressé, maman, ai-je répondu calmement. Dans un parking. Parce que je refusais de laisser Nathan emménager avec moi. Ce n'était pas si grave. Tu montes tout ça en épingle. Il m'a donné un coup de poing au visage, et m'a frappé à terre. Tu as dû le provoquer. Ton père ne t'aurait pas attaqué, sans raison. Et voilà. Même battu et en sang, c'était toujours de ma faute à ses yeux. Son système d'enfant gâté ne pouvait pas admettre la possibilité que, peut-être, juste peut-être, papa avait merdé. J'ai des dossiers médicaux, des rapports de police, et des images de caméras de sécurité. Ce n'est pas matière à débat. Si tu témoignes contre lui. Si tu vas jusqu'au bout de cette affaire, tu n'es plus mon fils. Est-ce que tu m'entends? Tu seras mort pour cette famille. D'accord, ai-je dit, avant de raccrocher. Elle a rappelé immédiatement. J'ai bloqué son numéro. Ensuite, j'ai bloqué le numéro de mon père, celui de Nathan, et celui de ma tante. Quiconque avait quelque chose à dire sur ma décision, a été bloqué. En 1 heure, j'avais coupé les ponts avec environ 15 membres de ma famille. La paix fut immédiate, et glorieuse. Au cours des jours suivants, j'ai appris par quelques cousins qui ne m'avaient pas harcelé, que ma famille était en pleine crise. Mon père avait été libéré sous caution. Mais il faisait face à des accusations criminelles. L'ordonnance d'éloignement signifiait qu'il ne pourrait plus assister aux réunions de famille, si j'étais présent. Ma mère disait à tout le monde, que j'avais détruit la famille pour rien. Nathan vivait maintenant chez ma tante. Et il se plaignait apparemment de ces règles. Elle l'obligeait à payer un loyer de 300 € par mois,
et a participé aux tâches ménagères. Ma grand-mère a essayé d'organiser une sorte d'intervention. Elle a appelé mon téléphone professionnel, que j'avais oublié de bloquer. Et elle a laissé un message sur le fait qu'elle était déçue de moi. Sur la façon dont je déchirais la famille. Et qu'il fallait que j'abandonne les charges immédiatement. Qu'il fallait passer l'éponge. Elle a vraiment prononcé ces mots, passer l'éponge. Comme si les poings de mon père s'abattant sur mon visage, n'étaient qu'un léger impair social, que nous devrions tous oublier. J'ai sauvegardé ce message vocal, et je l'ai ajouté à mon dossier de documentation. Parce que voici ce que ma famille ne comprenait pas. Il ne s'agissait plus de la situation de logement de Nathan. Il s'agissait du fait que mon père m'avait agressé physiquement, pour avoir posé une limite. Si j'abandonnais les charges et laissais couler, le message serait clair, il pourrait me faire tout ce qu'il voulait, et j'encaisserais sans broncher. Ma famille élargie a commencé à prendre parti. Certains proches, que je connaissais à peine, ont commencé à publier des statuts vagues sur les réseaux sociaux. Sur les faux membres de la famille. Et les gens qui tournent le dos quand les choses deviennent difficiles. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Je ne me suis pas engagé. Je les ai juste laissés être en colère dans leur coin. Quelques cousins m'ont contacté en privé, pour me soutenir. L'une d'elles m'a envoyé un long message, sur la façon dont elle avait dû gérer un favoritisme similaire, en grandissant avec ses frères et sœurs. Et à quel point elle était fière de moi, pour avoir tenu bon. Un autre cousin m'a confié, qu'il avait toujours pensé que mes parents traitaient Nathan différemment, et qu'il n'était pas surpris que cela ait fini par exploser. Leur soutien m'a aidé, mais n'a pas changé ma résolution. J'allais aller jusqu'au bout, peu importe qui me soutenait ou non. La procédure judiciaire avançait. Mon père a pris un avocat. Ce dernier a essayé de présenter l'affaire comme une dispute familiale, qui avait dégénéré. Mon avocat a présenté les images de sécurité du parking. Les rapports médicaux, ma déposition. Et le témoignage d'un collègue, qui avait vu une partie de l'incident, par une fenêtre du bureau. Ma famille a intensifié sa campagne de harcèlement. Comme j'avais bloqué la plupart d'entre eux, ils sont devenus créatifs. Ma mère a envoyé une lettre manuscrite de 8 pages à mon appartement. Détaillant toutes les façons, dont je détruisais notre famille. Pas une seule fois, elle n'a mentionné que mon père n'aurait peut-être pas dû me battre. Ma tante a réussi on ne sait comment, à obtenir mon numéro de bureau. Et a appelé pour demander à me parler. Quand la réceptionniste lui a dit que je n'étais pas disponible, elle s'est lancée dans un discours sur le fait que j'avais fait une chose terrible. Les RH ont dû diffuser une note de service, sur l'interdiction de communiquer des informations sur les employés. Une cousine s'est même présentée dans le hall de mon immeuble de bureau. J'ai continué à marcher vers l'ascenseur, pendant qu'elle me suivait. Elle me parlait de loyauté familiale. La sécurité du bâtiment l'a escortée dehors. Les images étaient accablantes. Une vidéo d'une clarté limpide, où l'on voit mon père m'attraper, me bousculer, me frapper. Me donner des coups de pied, alors que j'étais à terre. Son avocat a essayé d'invoquer la provocation, mais le procureur a balayé l'argument sur le champ. Il n'y a aucune justification légale, pour battre son fils adulte dans un parking. Environ 3 semaines plus tard, l'avocat de mon père m'a proposé un accord. Si je retirais ma plainte, mon père plaiderait coupable pour une accusation moindre. Il ferait des travaux d'intérêt général, et l'ordonnance d'éloignement serait maintenue pendant 1 an. Je l'ai rejeté immédiatement. Il peut plaider coupable de coups et blessures, ou nous allons au procès. Ce sont les 2 options. Ma famille a pété les plombs, quand ils ont appris que j'avais refusé l'accord. Ma mère a laissé un message au bureau de mon avocat. Elle me suppliait de reconsidérer ma décision. Ma grand-mère m'a envoyé une lettre recommandée. Remplie de citations bibliques, sur le pardon. Ma tante s'est à nouveau présentée à mon appartement, avec Nathan. Je les ai regardés par le Judas. Ils sont restés plantés là pendant 20 minutes. J'ai appelé la sécurité du bâtiment, et je les ai fait expulser tous les 2. Avec chaque personne qui essayait de défendre, ou de minimiser les actes de mon père. Ma résolution ne faisait que se renforcer. Ce n'était pas si grave, et la famille pardonne, m'ont juste conforté, dans l'idée que je prenais la bonne décision. L'affaire est allée en justice. Assez simple. Le procureur a présenté les preuves. L'avocat de mon père a fait de son mieux, avec une cause perdue d'avance.
Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Le procès a duré 2 jours. Les images du parking ont été diffusées devant le jury. Plusieurs jurés ont eu une réaction physique lorsque mon père m'a frappé et que je suis tombé. Une femme a étouffé un cri. La vidéo montrait tout clairement. Mon témoignage a occupé la majeure partie de la 2e journée. J'ai gardé une voix posée et factuelle. Juste un récit clair de ce qui s'était passé. L'avocat de mon père a essayé de me piéger lors du contre-interrogatoire, avec des questions sur ma relation avec mon frère, et si j'éprouvais du ressentiment envers mes parents. J'ai répondu calmement à chaque question. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Mon père a été condamné à 6 mois de prison départementale, avec possibilité de semi-liberté. Plus 2 ans de mise à l'épreuve, des cours de gestion de la colère, et une ordonnance d'éloignement prolongée à 5 ans. Il aura également une condamnation pour agression, de manière permanente sur son casier judiciaire. Le jour du prononcé de la peine, je n'ai pas été autorisé dans la salle d'audience, à cause de l'ordonnance de protection. Mais mon avocat m'a appelé juste après, pour m'annoncer le verdict. Je me suis assis dans mon appartement, dans cet espace pour lequel j'avais travaillé si dur. Et je n'ai ressenti absolument rien, d'autre que de la satisfaction. Les retombées familiales ont été cataclysmiques. Ma mère m'a renié publiquement sur les réseaux sociaux. Elle a publié un long pamphlet sur le fait que j'avais détruit notre famille par fierté et par égoïsme. Que j'avais envoyé mon père en prison, pour un désaccord mineur. Et qu'elle avait honte de m'appeler son fils. Plusieurs proches ont commenté, en abondant dans son sens. J'ai tout capturé en écran, j'ai tout sauvegardé, et je n'ai jamais répondu à un seul mot. Nathan a essayé une dernière fois de me joindre, par l'intermédiaire de l'ami d'un ami. Il m'a envoyé un message disant qu'il avait emménagé chez notre tante, qu'il avait trouvé un travail dans un entrepôt, et qu'il essayait de reprendre sa vie en main. Il disait qu'il espérait que j'étais content de ce que j'avais fait. Et que, tôt ou tard, je regretterais d'avoir détruit notre famille pour mon ego. J'ai bloqué cette personne aussi. 2 mois après la condamnation, j'ai appris par l'un de mes cousins restés neutres, que tout partait en vrille. Mon père avait perdu son emploi. Sa condamnation pour agression l'empêchait de passer la vérification des antécédents, pour le renouvellement de son habilitation de sécurité. Ma mère avait dû prendre des heures supplémentaires, pour couvrir leur prêt hypothécaire. Nathan s'était fait virer de l'entrepôt au bout de 3 semaines, pour des retards répétés. Il était retourné vivre gratuitement chez ma tante. Laquelle était apparemment à bout de nerfs. Au bout de 3 mois, ma tante a appelé mon téléphone de bureau. Le seul numéro qu'elle avait, et que je n'avais pas bloqué. Elle a laissé un message. Disant que Nathan avait abusé de son hospitalité. Qu'elle ne pouvait plus se permettre de l'entretenir, et elle me demandait de reconsidérer ma décision. J'ai supprimé le message vocal, avant même de l'avoir écouté en entier. 4 mois après le procès, j'ai été promu comptable senior. Avec une augmentation de 20%, et mon propre bureau. Mon patron m'a pris à part. Il m'a dit que l'entreprise avait apprécié mon professionnalisme, pendant cette situation personnelle difficile. Et que j'avais géré tout cela, avec une maturité impressionnante. À peu près à la même époque, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Une femme rencontrée lors d'une conférence professionnelle. Son nom est Jennifer. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai donné un aperçu général de ce qui s'était passé avec ma famille. Sa réponse, tant mieux pour toi de t'être protégé. Quiconque défend la violence, ne vaut pas la peine d'être gardé dans sa vie. Nous sommes ensemble depuis environ 6 mois maintenant. Elle n'a jamais suggéré une seule fois, que je devrais me réconcilier avec ma famille, ou leur donner une autre chance. Elle respecte simplement le fait que j'ai pris une décision, et que je m'y tienne. 6 mois après le procès, ma grand-mère est décédée. Mort naturelle, rien de dramatique. Je l'ai appris par Facebook, et je ne suis pas allé aux funérailles. Ma mère a posté un message. Sur la façon dont certains membres de la famille, choisissaient de ne pas honorer sa mémoire. Plusieurs personnes ont commenté, en demandant qui pourrait bien sécher l'enterrement de sa propre grand-mère. Un cousin avec qui je suis toujours en contact m'a raconté. Ma mère a fait une dépression nerveuse aux funérailles. Elle pleurait sur le fait que sa famille était détruite. Et que j'avais déchiré tout le monde. Mon père était apparemment assis au fond, l'air misérable. Toujours au chômage. Nathan est arrivé en retard, et est parti tôt.
J'ai envoyé des fleurs au salon funéraire, avec une carte qui disait simplement « Désolé pour votre perte ». C'était tout. Pas de présence, pas de drame, pas d'explication. 8 mois plus tard, Nathan s'est fait arrêter. Pour conduite avec un permis suspendu. Apparemment, il avait accumulé un tas d'amendes impayées, et son permis était suspendu depuis des mois. Mais il continuait de conduire quand même. Ma tante a payé sa caution, puis l'a mis à la porte de chez elle, le lendemain. Il a fini par retourner vivre avec mes parents. J'ai appris tout ça par ma cousine, qui me tenait au courant. Elle disait que la maison de mes parents était un cauchemar. Mon père était déprimé et en colère d'avoir perdu son emploi. Ma mère était épuisée de faire des doubles journées. Et Nathan était de retour dans sa chambre d'enfance, jouant aux jeux vidéo toute la journée. Comme si rien n'avait changé. Aux alentours du premier anniversaire de l'agression, j'ai reçu une lettre de mon père. Elle a d'abord été envoyée à mon avocat, qui l'a examinée, puis me l'a fait suivre. 3 pages, principalement de justification. Il était désolé que les choses aient dégénéré, mais je devais comprendre son point de vue. Il était sous pression. Il était frustré. Il n'a jamais voulu que la situation s'envenime. Il avait suivi des cours de gestion de la colère, et appris de meilleures stratégies d'adaptation. Il espérait qu'un jour, nous pourrions nous réconcilier. Pas une seule fois, en 3 pages, il n'a réellement admis « j'ai eu tort de te frapper ». Je l'ai classé avec le reste de la documentation, et je n'y ai jamais répondu. Le mois dernier, j'ai acheté une maison. Un petit 3 pièces, dans un quartier calme, à une 30aine de minutes de mon bureau. Jennifer m'a aidé à la choisir. Nous ne vivons pas encore ensemble, nous prenons notre temps. Mais elle a ses propres clés, et dort ici la plupart des week-ends. Le jour de la signature pour la maison, j'étais assis sur la terrasse arrière avec un verre. En train de regarder mon jardin. Et mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai répondu. C'était Nathan. Comment as-tu eu ce numéro, ai-je demandé. Ça n'a pas d'importance. Écoute, je voulais juste dire que je suis désolé. D'accord? Pour tout. Pour avoir débarqué chez toi, en m'attendant à ce que tu m'héberges. Pour ne pas t'avoir défendu quand nous étions enfants. Pour tout, quoi? Je n'ai rien dit. Papa est une épave depuis le procès. Maman se tue au travail. La famille tombe en morceaux. Et je sais que c'est de ma faute. Si je m'étais pris en main il y a des années, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu as raison. J'ai répondu. Ça ne serait pas arrivé. Alors, y a-t-il une chance pour qu'on puisse discuter? Peut-être aller prendre un café ou un truc du genre. Non. Allez, mec. Je fais des efforts, là. J'ai un vrai boulot, maintenant. Je paie mon propre loyer, je fais tout le truc d'adulte responsable. Ça ne compte pas un peu. Tant mieux pour toi. C'est ce que tu aurais dû faire, au cours des 7 dernières années. Alors c'est ça? T'en as fini avec nous tous pour toujours? Nathan, papa m'a tabassé dans un parking, parce que je refusais de te laisser squatter chez moi. Maman l'a défendu. Tu m'as envoyé des messages, me traitant d'égoïste. Toute la famille m'a harcelé pour avoir porté plainte. Pourquoi voudrais-je de l'un de vous, dans ma vie? Il est resté silencieux pendant 1 minute. Je suppose que je pensais juste. Je ne sais pas. La famille est censée pardonner, non? La famille n'est pas censée s'agresser non plus. On dirait bien que nous faisons tous les deux face à des déceptions. J'ai raccroché, j'ai bloqué le numéro, et je suis retourné profiter de ma terrasse. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Ça nous aide beaucoup. Merci.